Le 4 septembre 2022, plus de 70 000 personnes ont manifesté à Prague. Pas pour l'Ukraine non, mais pour la Russie. Ces 70 000 Tchèques réclamaient que leur pays cesse de sanctionner la Russie. En échange, le retour du gaz naturel bon marché. C'est quand même étonnant vu que la Tchéquie a fait partie du camp soviétique durant des décennies. L'apogée avait été atteinte durant l'épisode du printemps de Prague en 68, quand des chars soviétiques étaient entrés dans la capitale tchèque pour mater l'insubordination du parti communiste local plus moderne. Alors, si même en République tchèque, malgré l'histoire de ces deux pays, la population soutient le Kremlin, alors imaginez ce que ça donne dans les pays qui n'ont pas appartenu au bloc soviétique. On a assisté à des mouvements similaires, même si de moindre ampleur, à Madrid. Voilà ce qu'en dit Pablo Iglesias, l'ex-vice-président du gouvernement espagnol. Les citoyens européens devront continuer à payer. La facture sociale est trop importante pour la stabilité même de l'Union européenne. Pablo Iglesias, ancien vice-président du gouvernement espagnol. Alors, ce que craignent des dizaines de millions de nos concitoyens, c'est la crise du gaz. Et ils ont tout à fait raison. Le 1er septembre, Moscou a annoncé qu'elle coupait le gazoduc Nord Stream 1 qui débouche en Allemagne, purement et simplement. Pas de diminution du débit à seulement 10 ou 20% de sa capacité totale. Coupé sec, 0%, plus rien. Alors pour être tout à fait exact, le gaz russe continuera d'arriver au compte-gouttes via l'Ukraine et surtout par la Turquie. Mais il ne suffira pas à combler la demande du marché européen. Et rien ne dit que Poutine ne verrouillera pas ses gazoducs à un moment ou un autre. D'un point de vue tactique, il a raison. Il exerce un moyen de pression important sur les gouvernements européens. Poutine utilise l'énergie comme une arme en coupant l'approvisionnement et en manipulant nos marchés de l'énergie. Il échouera, l'Europe l'emportera. L'avenir de l'Europe est sombre, la récession est presque inévitable. On va devoir rationner le gaz. Cette énergie est essentielle pour notre chauffage et pour notre industrie. Sa pénurie va aussi affecter notre production d'électricité. Les factures d'électricité grimpent toutes les semaines. Dans certains pays, on la paye jusqu'à 4 fois plus qu'avant la guerre. Beaucoup de ménages s'inquiètent de l'hiver qui approche et à juste titre. Malheureusement, ce sacrifice demandé à la population européenne ne produit pas les effets escomptés sur l'économie russe qui résiste vent debout contre les sanctions occidentales. C'est en tout cas l'image que le Kremlin veut renvoyer à la communauté internationale. Alors que l'Europe se démène pour trouver des voies alternatives d'approvisionnement de gaz, la Russie vient d'inaugurer un nouveau gazoduc, le Moscow-Sun. Alors si les sanctions sont sans effet tangible, alors est-ce qu'il serait pas temps de les abandonner et l'Ukraine avec? La question, elle est pertinente. Ça reviendrait grosso modo à laisser carte blanche à Poutine. Il aura toute la liberté d'envahir d'autres pays selon son humeur du jour. Mais, parce qu'il y a un mais, cette crise énergétique pourrait être moins désastreuse qu'il n'y paraît au premier regard. Sous vos yeux, les contrats à terme sur le gaz hollandais TTF. C'est la référence des prix du gaz. Un contrat à terme, c'est un engagement ferme de livraison d'un produit X à une date future à des conditions définies à l'avance. Donc si vous faites bien attention, le prix du gaz atteint son pic le 26 août, soit 4 jours avant la suspension complète des livraisons de gaz russes. Depuis l'annonce de la fermeture de Nord Stream, non seulement les prix n'ont pas augmenté, mais en plus ils ont baissé. Les cours du gaz n'ont pas reflété de mouvements de panique généralisés. Alors le gaz reste quand même super cher. Il coûte quand même 6 fois plus cher que l'année dernière à la même période. Mais que son prix n'ait pas explosé après l'annonce de Poutine, c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Une autre bonne nouvelle, c'est le remplissage des réserves de gaz de l'Union européenne. D'ici le 1er novembre, l'Union européenne souhaitait remplir ses réserves de gaz naturel à 80% à minima. À la mi-septembre, les dites réserves étaient pleines à 85,6%. L'UE est autonome en gaz jusqu'en début d'année prochaine. Et si elle fait attention à sa consommation, ces réserves pourraient durer encore plus longtemps. Ça dépendra aussi de l'intensité de l'hiver. Alors oui, les économies européennes devront s'imposer une certaine rigueur énergétique, une sorte de sobriété qui consisterait par exemple à éteindre l'éclairage des bâtiments publics la nuit. Par exemple pour les Parisiens, ce sera la Tour Eiffel qui s'éteindra, tenez-vous bien, 1 heure plus tôt. Mais ça sera surtout très compliqué pour les ménages aux revenus les plus modestes. Certains pays devront rationner le gaz, mais on parviendra quand même à éviter un cataclysme énergétique. L'UE, à laquelle on reproche souvent d'être peu réactive, d'avoir toujours un temps de retard, semble avoir réussi à anticiper cette crise. Alors comment s'y est-elle prise? Où se procure-t-elle le gaz naturel dont ses pays membres ont tant besoin? Comment va-t-elle contrôler l'explosion des prix du gaz? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on pense que la Russie est dans une situation plus précaire qu'elle ne semble paraître? On commence par le début. La grande gagnante de la libéralisation du marché des matières premières, c'est l'Union européenne. C'est très visible sur ce graphique, le prix du gaz a augmenté tout au long de l'été. C'est parce que l'Europe était prête à payer une fortune pour que tous ces transporteurs de gaz naturel liquéfié, les supertankers, détournent leur route vers les côtes européennes. Et c'est grâce à ça que les réserves européennes de gaz naturel ont été remplies en un temps record, et ce, malgré la Russie. C'est ce qui nous a fourni une bouée de sauvetage jusqu'à Noël et un tout petit peu plus après. Mais pas seulement. Alors, le graphique qu'on regardait, c'est celui des prix spot. Ce sont les prix des contrats à terme sur le gaz avec expiration immédiate. Alors, tableau.
À l'écran, les contrats à terme longue durée sur le gaz. Donc, si l'on extrapole les données de ce graphique, si l'on souscrit à un engagement de livraison avec une date d'échéance fixée à 2026, ça nous coûtera quasiment le même prix qu'avant la guerre. Les professionnels du secteur s'attendent à ce que les prix baissent, et ce, malgré la guerre et les sanctions occidentales contre la Russie. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la nature, elle a horreur du vide. La vacance laissée par la Russie permet l'émergence d'autres solutions d'approvisionnement. Par exemple, l'Algérie, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan ou même la Norvège, avec qui la Pologne vient tout juste d'inaugurer un gazoduc. Énergie contre la dépendance au gaz russe, inauguration d'un gazoduc entre la Pologne et la Norvège. Mais ceux qu'on n'avait pas vu venir, ce sont les États-Unis et leur gaz de schiste. Mais il y a un problème qui se pose tout de suite, la distance. On ne sait pas encore faire de gazoduc assez long pour traverser l'Atlantique entre la East Coast états-unienne et la West Coast européenne. Du coup, le gaz est transporté par des méthaniers sous forme liquide, le fameux GNL. Donc il faut s'y prévoir côté livraison des usines de regazéification. Et justement, en Europe, on a très peu d'installations dans le genre. L'Allemagne n'en avait pas jusqu'à très récemment. Le gaz arrivait en Europe via des pipelines, une solution beaucoup moins chère. Presque toutes les usines de regazéification se trouvent en Espagne. Mais de par sa géographie, la péninsule ibérique est assez cloisonnée du reste du continent européen. Donc comment l'Europe parviendra-t-elle à augmenter ses approvisionnements en GNL ? Alors l'Allemagne, justement, elle a fini par changer le fusil d'épaule. L'Allemagne met les gaz sur la construction de ses terminaux GNL. Longtemps opposé à l'importation de gaz naturel liquéfié, Berlin prévoit de se doter de 7 terminaux flottants dédiés, dont 2 pourraient entrer en service dès décembre 2022. Ils accueilleront 3 milliards de mètres cubes de gaz par an, soit un tiers de la consommation du pays, et doivent être dans un deuxième temps utilisés pour l'hydrogène vert. On vous présente les terminaux flottants de regazéification de GNL, aussi appelés les FSRU pour Floating Storage and Regasification Units. Une seule usine de regazéification coûte entre 700 et 800 millions de dollars. Et en plus, sa construction nécessite plusieurs années. La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de construire des usines flottantes. C'est beaucoup plus rapide et bien moins cher. Un FSRU coûte entre 400 et 500 millions de dollars et sa construction ne prend que 3 ans environ. Et il y a encore moyen de baisser les coûts en transformant un navire méthanier en un terminal flottant. Ça va très vite, 18 mois tout au plus, et ça coûte entre 100 et 150 millions de dollars. En plus, comme ce sont des navires, ils peuvent être rapidement déployés ailleurs en fonction des besoins. Aujourd'hui, on compte dans le monde 48 terminaux flottants et 558 méthaniers. En 2021, l'Europe ne comptait que 4 terminaux flottants, mais ça évolue à la vitesse grand V. Le gaz, ça se mesure en BCM, Billion Cubic Meters, ou milliards de mètres cubes. À titre indicatif, en 2020, l'UE a importé 394 BCM. De ce volume, 174 provenaient de Russie. En 2021, c'était un peu moins, 150 BCM. Mais aujourd'hui, c'est 0 BCM. Belle perf. Et rien que durant la préparation de cette vidéo, les Pays-Bas ont acquis 2 terminaux flottants qui leur permettent de traiter 14 BCM supplémentaires. Alors qu'elle n'a aucun accès à la mer et donc aucun port pour accueillir des méthaniers, près de 3 BCM ont déjà été livrés à la République tchèque grâce à cette méthode. Pour l'Allemagne, c'est encore plus frappant. Berlin a déjà sécurisé l'acquisition de 6 usines flottantes. 3 d'entre elles seront opérationnelles d'ici Noël. Écoute bien parce qu'on arrive au cœur du sujet. L'année dernière, l'Allemagne avait acheté à la Russie entre 45 et 50 BCM. Avec ces 6 usines de regazéification, l'Allemagne est en capacité d'importer entre 40 et 45 BCM. L'Allemagne, la première puissance industrielle européenne et qui était jusqu'à peu complètement dépendante du gaz russe, pourrait s'en passer complètement d'ici l'hiver prochain. En tout cas, elle en aura la possibilité. Reste à trouver les fournisseurs, d'où la concurrence actuelle entre toutes les économies européennes. Alors oui, comme il y a une hausse de la demande de gaz et une contraction de l'offre du fait de l'exclusion de la Russie du circuit européen, les prix vont mécaniquement augmenter et affecter l'ensemble de l'économie. Mais pas autant que si on faisait face à une véritable pénurie de gaz. Et il y a évidemment d'autres projets qui devraient permettre de relâcher un peu la pression sur le marché européen de l'énergie. Par exemple, l'Espagne pourrait reprendre la construction d'un gazoduc qui la relierait au reste de l'Europe via Carcassonne, en plus des 2 qui existent déjà en Navarre et dans le Pays Basque. Un projet auquel la France s'oppose pour l'heure. Entre la France et l'Espagne, querelle autour du gazoduc MidCat. Paris bloque ces projets qui permettraient de mieux connecter la péninsule ibérique à l'Europe, provoquant l'ire de Madrid. Berlin et Madrid font pression sur Paris. On verra si l'Elysée reconsidère sa position et cède à ses voisins face à la crise énergétique qui se dessine. Bon, tout ça, en vrai, c'est rassurant. Mais les prix vont quand même augmenter et ce seront les plus vulnérables qui paieront les pots cassés. Alors quelles sont les solutions pour ce groupe à risque ? Éviter la crise à tout prix. On va prendre l'exemple de la République tchèque, l'un des pays où le prix de l'électricité augmente le plus. Or, le nucléaire représente 18% du mix énergétique tchèque. C'est dans la fourchette basse de la moyenne européenne. Normalement, le nucléaire devrait permettre la production d'électricité bon marché. Alors pourquoi les factures énergétiques ne baissent pas ? En fait, c'est lié à la vente coût marginale. Comme on ne peut pas emmagasiner l'électricité, on calcule son prix en fonction de la dernière centrale activée pour produire l'électricité nécessaire à la consommation nationale. Plus la demande est forte, plus on active de centrales électriques et plus l'électricité devient chère. En France, on oscille plutôt à 40% du nucléaire
dans notre mix énergétique. Et on peut remercier le général. On s'en sort mieux que les autres pays européens. Mais comme la crise énergétique concerne l'ensemble de l'UE et que les sanctions européennes contre la Russie ont été prises d'un commun accord, on ferait bien de s'intéresser à ce qu'il se passe chez nos voisins. Il y a dans chaque État une entreprise publique ou étroitement liée à l'État qui gère le réseau électrique national. En tout cas, c'est la norme en Europe. Bref, ces entreprises achètent l'énergie produite par les centrales nucléaires, les parcs solaires et les usines à gaz. Elles revendent ensuite l'électricité aux compagnies d'électricité. En France, par exemple, en plus de vendre de l'électricité via sa propre filiale commerciale, EDF la revend aussi à Engie ou à Équateur. Bref, en Europe, ces sociétés organisent tous les jours une vente aux enchères. Donc imaginons que la France a besoin un jour J de 35 000 MW pour couvrir l'ensemble des besoins de sa population et de son industrie. L'enchère débute avec l'électricité produite par les centrales nucléaires qui coûtent 0 € en coût marginal. Ben oui, les réacteurs tournent H24 et l'énergie produite doit absolument être écoulée. Puis les entreprises d'électricité enchérissent pour de l'énergie verte. Viennent ensuite les centrales à charbon et l'hydroélectrique. Les premières sont très polluantes mais produisent à bas coût. Et on arrive enfin aux usines à gaz. Or, comme le cours du gaz est très haut, mettons 190 € par mégawattheure, et bah le prix du mégawatt pour ce jour J sera de 190 €. C'est la vente ou marginale. Et ça marche comme ça depuis des années. Sauf que ce système, il n'a pas été pensé et conçu pour la guerre. On pensait naïvement qu'il n'y aurait plus de guerre sur le sol européen. Alors la suite, les producteurs d'énergie classique, nucléaire, énergie verte, hydroélectrique, charbon, font des profits extraordinaires. Les grands perdants, les consommateurs et les compagnies gazières qui paient leur gaz plein pot. Quand Engie achète son électricité à EDF, elle se ruine. Et ce, malgré le fait qu'EDF a vendu son électricité à prix cassé pour éviter la banqueroute aux entreprises énergétiques. À la rigueur, les consommateurs sont relativement protégés parce qu'ils paient leur électricité selon un tarif forfaitaire. Une facture qui augmente nettement moins qu'au Royaume-Uni par exemple, où elle a grimpé de 80% en seulement quelques semaines. Bon, ça à la rigueur c'est un peu leur faute vu que ce sont les Britanniques qui ont décidé de quitter le marché européen commun qui concernait aussi l'énergie. Encore une fois, nous les Français, on est relativement mieux protégés de cette hausse des prix de l'électricité grâce à la part prépondérante du nucléaire dans notre mix énergétique, mais aussi grâce au bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Nos voisins européens n'ont pas tous la même chance. Mais ce sont surtout les entreprises énergétiques qui sont à la peine et qui risquent de faire faillite. L'Allemagne nationalise l'opérateur gazier Uniper pour éviter sa faillite. Alors ce risque, il est tout aussi élevé en France. Alors qu'on comptait 39 fournisseurs alternatifs de gaz et d'électricité en 2021, on n'en compte plus que 14 aujourd'hui. Il y a eu plusieurs fusions-acquisitions, quelques abandons et surtout des faillites. Quelles sont les solutions sur lesquelles on peut compter aujourd'hui ? Vous pouvez être sûr que c'est l'une, sinon la question prioritaire sur laquelle les gouvernements européens sont en train de plancher. Surtout en France, avec une Macronie encore traumatisée par l'épisode des Gilets jaunes. Certains ont proposé une intervention directe de l'État sur la tarification du marché européen de l'électricité. Mais rien ne dit que ça réglerait durablement le problème, mais surtout, ça briserait la barrière juridique propre à nos économies libérales. Une autre solution plus équitable, c'est une surtaxation des profits extraordinaires réalisés par les producteurs d'énergie conventionnelle. Des taxes qui permettraient de renflouer les compagnies d'électricité en difficulté et de proposer des subventions aux ménages les plus vulnérables à la flambée des prix de l'électricité. Le sort de l'Europe n'est pas encore joué. De la même manière que la Russie a déjoué les pronostics et a relativement bien traversé les sanctions occidentales en apparence, l'Europe pourrait réaliser le même exploit concernant la crise du gaz. Par contre oui, les moins bien lotis d'entre nous vont avoir froid. Et les autres, ils vont devoir renoncer à certains loisirs pour pouvoir régler les factures de gaz et d'électricité. On vous le disait, certains bâtiments publics ne seront plus éclairés la nuit. Mais en fin de compte, on s'en sort moins mal que prévu. Une Russie affaiblie. Alors, est-ce que ce sacrifice en vaudra la peine ? La Russie va-t-elle plier avant les économies européennes ? Pour rappel, les livraisons de gaz et de pétrole à destination du marché européen représentaient 45% des exportations russes globales. Même si la Chine et l'Inde lui achètent quelques centaines de milliers de barils par jour, ça ne suffira pas à combler le déficit. Un déficit aggravé par l'effort de guerre russe en Ukraine que Moscou peine à financer. Le Kremlin vient d'annoncer une mobilisation partielle de sa population. Tous les adultes en dessous de 35 ans peuvent être tirés au sort pour être envoyés sur le front pour servir de chair à canon. Un geste que beaucoup interprètent comme une fuite en avant de Poutine. Tentant désespérément de se maintenir au pouvoir, il multiplierait les assassinats politiques d'oligarques pour faire passer un message à ses alliés. Toute tentative de mutinerie sera sévèrement punie. Pas uniquement de votre vie, mais aussi de celle de vos proches, de votre épouse et de vos enfants. En attendant, ces renforts supplémentaires de troupes coûteront de l'argent au Kremlin qui ne dispose pas forcément des fonds nécessaires. Et c'est pour cette raison que Poutine se tourne vers ses alliés. Mais ceux-ci sont rares et se font discrets. On sait à quoi s'en tenir avec l'Inde, mais qu'en est-il de la Chine ? La Chine est embarrassée, elle n'hésite pas à le faire savoir.
La Chine au secours de l'économie russe, un soutien prudent et intéressé. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont fortement progressé depuis le mois de janvier, notamment dans le domaine de l'énergie. La peur des sanctions a toutefois convaincu les principales banques chinoises de limiter leur financement pour l'achat des biens russes. La Chine, elle tient à sa neutralité dans ce conflit. En désespoir de cause, le Kremlin en vient à acquérir de l'équipement auprès de fournisseurs plus que douteux, comme par exemple la Corée du Nord. À l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, la presse vient d'annoncer le sabotage du gazoduc Nord Stream qui relie la Russie à l'Allemagne. On ignore encore par qui, mais les suspicions reposent sur la Russie. Celle-ci rejette la responsabilité sur les États-Unis. Voilà ce qu'en dit le géopolitologue Pierre Aski. Si cette hypothèse se confirme, on a donc affaire à une extension du champ de la guerre. Pierre Aski sur France Inter. En s'en prenant à des infrastructures énergétiques européennes, ce sont nos intérêts vitaux que la Russie est en train d'attaquer. Mais c'est surtout un message adressé aux pays membres de l'OTAN. Mais oui, le sabotage du gazoduc Nord Stream n'a strictement aucun impact sur notre approvisionnement en gaz. La Russie avait déjà interrompu les livraisons de gaz et les économies européennes sont en train de diversifier leurs sources d'approvisionnement. En plus, c'est Gazprom, une compagnie russe qui est l'actionnaire principal des gazoducs Nord Stream 1 et 2. D'abord paralysé et désormais saboté. Vraiment, quel serait l'intérêt d'un auto-sabordage par les Russes? L'inauguration du gazoduc Norvège-Pologne et l'attaque sur Nord Stream ont toutes les deux eu lieu le même jour. Sacrée coïncidence. En vrai, le signal est clair. Les gazoducs européens sont vulnérables, ne jouez pas avec la puissance russe. Une Europe unie. En attendant, l'Allemagne et les Émirats arabes unis ont signé un accord d'approvisionnement en gaz. Énergie. Les Émirats arabes unis vont fournir à l'Allemagne du gaz liquéfié et du diesel. La première puissance industrielle européenne explore aussi d'autres solutions comme celle-ci. Berlin prend le contrôle des 3 raffineries du russe Rosneft en Allemagne. Crise énergétique en Europe. L'Allemagne va prolonger 2 centrales nucléaires et blâme la France. Quant à la France, justement, le groupe Total Energy vient de signer un accord de 1,5 milliard d'euros avec le Qatar. C'est d'ailleurs pas le premier accord du groupe avec l'Émirat qatari depuis le début de l'année, ni le plus important, mais il permet à l'État français de substituer la Russie par un autre fournisseur de gaz. Gaz. Le Qatar annonce un investissement majeur de Total Energy. Total Energy, qui a déjà signé un accord de 2,5 milliards en juin, va également participer au projet de développement d'un grand champ de gaz naturel. Et d'ici quelques jours, la première ministre Elisabeth Borne a prévu un déplacement officiel en Algérie, au cours duquel seront mentionnées de possibles livraisons de GNL par supertanker en supplément du gazoduc Medgaz qui connecte l'Algérie à l'Espagne. Borne à Alger les 9 et 10 octobre pour concrétiser le partenariat franco-algérien. Et puis, pour ce que ça vaut, nous aussi, on peut contribuer à notre échelle. Selon l'Agence internationale de l'énergie, si tous les Européens se mettent d'accord pour baisser le thermostat de 1 degré cet hiver, on parviendrait à baisser la consommation européenne de 10 à 12 BCM, 12 milliards de mètres cubes de gaz. Pas à pas, on progresse dans la bonne direction et la Russie s'enfonce. Et toi, t'en penses quoi? L'Union européenne parviendra-t-elle à surmonter l'adversité et à faire front commun contre la Russie? Est-ce que les États européens vont devoir faire face à des mouvements de contestation d'ampleur durant cet hiver en protestation contre le prix de l'énergie? Qui, de la Russie ou de l'UE, l'emportera dans cette guerre de l'énergie? Tu nous dis, si la vidéo t'a plu, fais tourner à tes proches, abonne-toi et à la prochaine.